En manchette, les citoyens réagissent positivement en cette deuxième journée de fermeture du pont du Buc et pour l'entraîneur-chef des Saguenayens, Patrice Bosch, Charles Hudon fait toujours partie de l'équipe. Bonsoir, ici Caroline Bertrand et bienvenue à ce web journal du mercredi 11 décembre 2013. Le pont Sainte-Anne est devenu le lieu piétonnier le plus achalandé de la région avec la fermeture du pont du Buc. Le service de navette mis sur pied d'urgence par la Société de transport de Saguenay a donc porté fruit. Roby Saint-Gelais, les gens comprennent très bien malgré la situation particulière. Caroline, le tout s'est déroulé dans l'allégresse ce matin malgré le froid hivernal. La plupart des gens prenaient la chose avec le sourire. C'était une belle occasion pour eux de prendre l'air. Il y avait même une station de radio qui servait du café. Bref, tous les moyens étaient bons pour aider la population. Une marée humaine. Voilà à quoi ressemblait le pont Sainte-Anne pour une deuxième journée consécutive. Autant les petits comme les grands ont enfilé tuques, bottes et mitaines pour faire face à la température. Et ils trouvent de bons côtés à cette aventure. Le problème, c'est pas de marcher à pied, c'est de partir de Saint-Fulgence. Donc, on arrive ici, il n'y a pas de stationnement, il faut se trouver un stationnement, ça, c'est pas évident. On va passer à travers? Ouais, on passe à travers. Même si on aura de pas de pont en haut, là, c'est correct. Certains ont même pris la peine d'immortaliser le moment sur photo. En général, le monde, on leur dit on prend des photos pour documenter la migration des gens du nord vers le sud, puis ils trouvent ça drôle. Puis dans le monde, on a une bonne patience à travers tout ça. 5 lieux du côté nord et le centre Georges Vézina au sud ont servi de carrefour pour les citoyens souhaitant utiliser l'une des nombreuses navettes. Après avoir fermé l'ensemble de ces établissements la veille, la commission scolaire des Rives du Saguenay accueillait aux abords du pont les élèves fréquentant une école sur la rive opposée de leur maison. Pour les membres du sport-études de l'école Dominique Racine, la situation pourrait se compliquer en se rendant à leur plateau. Pour nous, la grosse problématique, ça va être peut-être plus cet après-midi pour le sport-études avec nos plateaux du côté nord. On ne sait pas encore définitivement comment ça va se passer, là, mais on va s'ajuster cet après-midi. Un café, monsieur? Un peu de lait? Une station radiophonique a même eu l'idée d'offrir du café gratuitement aux résidents du Nord pour attaquer la traversée de la rivière Saguenay. De donner juste un café qui vaut une coupe de scène, le café, sincèrement, c'est rien, sauf que t'es content en tabarouette de l'avoir le matin quand t'es un peu grognon ou que tu trouves qu'il fait frais en maudit. On saura demain si le pont du Buc sera rouvert à la circulation. Si l'infrastructure devait demeurer fermée encore quelques jours, la Ville de Saguenay a établi un scénario à long terme pour diriger ses citoyens dans leur déplacement. Roby Saint-Gelais, ATM Nouvelles, Saguenay. Le pont du Buc restera officiellement fermé jusqu'à jeudi matin. Une conférence de presse sera alors organisée pour faire un suivi des événements. Le président du Comité de la sécurité publique et des incendies de Saguenay, Carl Dufour, s'est entretenu avec notre journaliste Marc-Antoine Côté. Voici l'entrevue. Bonjour, M. Dufour. Bonjour. Donc, premièrement, je vous demanderais, est-ce que le déploiement des mesures d'urgence a été efficace suite à la fermeture du pont du Buc? Effectivement, les déploiements ont été de façon très, très bonne. Les policiers, les pompiers, au moment que l'appel a rentré au 911, ça a été très, très efficace. Ils sont arrivés sur les lieux très, très rapidement. Naturellement, l'intervention au niveau des pompiers a pris quand même peut-être 1 heure dû au fait qu'ils devaient sécuriser l'endroit là, au départ, pour ne pas mettre personne non plus en danger. Donc, oui, effectivement, là, très, très fiers du travail qu'ont effectué les policiers et les pompiers. Et en quoi l'incendie de lundi soir rend le pont inutilisable actuellement? Écoute, le feu a brûlé presque 2 heures, 2h30. Donc, dû à la chaleur, l'acier dont le pont est composé, il y a comme eu un effet un peu... il a tordu finalement. Donc, encore une fois, pour mettre personne en danger, bien, ils ont décidé de faire la fermeture du pont. Mais c'est suite nécessairement au feu là, qui a modifié un petit peu la structure de l'acier. Et quels sont les travaux prévus là, précisément pour remédier à la situation? Présentement, étant donné que le pont, c'est de compétence provinciale, les gens du ministère du Transport du Québec sont encore en train de vérifier encore l'état de la structure. Puis comme le ministre Godreau a annoncé, là, on va avoir peut-être des nouvelles juste jeudi matin pour voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. OK. Et justement, vous prévoyez réouvrir le pont jeudi. Est-ce que ça pourrait se prolonger, cette attente-là?
encore une fois, je te le dis, tout dépend encore des analyses que les ingénieurs du ministère du Transport vont émettre à ce moment-là jeudi. Là. Je ne peux pas m'avancer sur une date s'il va être prolongé ou non. OK. Et justement, si ça se prolonge, quelles mesures allez-vous prendre pour les citoyens pour traverser entre les deux parties de Chicoutimi? Écoute, ce qui a été fait présentement, naturellement, ça convient. On a perdu, on le sait qu'on est en train de faire des rénovations aussi sur le pont d'aluminium dans le secteur d'Arvida. Ça, c'est un accès là, qui nous manque encore. La seule accessibilité pour l'instant, c'est de passer par le pont de Kenogami et aller vers Shipsha. Naturellement, on va regarder encore des scénarios. Là. C'est en train d'être analysé. Il y a des navettes présentement qui sont distribuées par la STS qui fait l'aller-retour de l'autre côté. Les gens peuvent emprunter encore le pont à pied. Mais il y a d'autres scénarios qui sont en train d'être envisagés. Là. Mais il y en a plusieurs, puis je n'ai pas encore les détails là-dessus. Et est-ce que rouvrir le pont Sainte-Anne, c'est une solution qui est envisagée? Je pense pas pour les véhicules. Pour l'instant, c'est pas quelque chose que j'ai entendu. OK. Et est-ce que vous trouvez que les citoyens ont été compréhensifs jusqu'à maintenant par rapport à la situation? Écoute, c'est des situations qui arrivent quand même rarement, mais on voit l'utilité peut-être d'un second pont à ce moment-là. C'est un scénario qui est arrivé présentement. C'est pas encore très, très catastrophique. Mais on peut penser, à un moment donné, si un citerne explose ou prend en feu sur le pont, on peut être de façon mal pris encore un petit peu plus. Là. Et si ça se prolonge, est-ce que vous pensez que leur attitude va changer par rapport à ça? Est-ce qu'il pourrait y avoir de la grogne un peu, selon vous? Écoutez, les citoyens, je suis rendu à mon deuxième mandat, il y a plein de dossiers où ce que les citoyens pourraient, comme tu dis, être mis devant des situations qui pourraient avoir beaucoup plus de grogne. Mais les citoyens, habituellement, sont compréhensifs. Devant des situations là, particulières, j'en ai vécu dans d'autres cas où il aurait pu vraiment avoir du mécontentement. Puis, ils comprennent. Ça peut être choquant sur le moment, mais je pense que le temps arrange les choses, puis ça va bien de ce côté-là. Et suite à la réouverture du pont, comment allez-vous faire pour convaincre les citoyens, dans le fond, que le pont est sécuritaire à nouveau? Bon, ça, c'est les ingénieurs qui vont donner l'information. On est un peu pris, la Ville, on est un peu pris aux dépens du ministère aussi là-dessus. Là. C'est des expertises qu'eux vont faire. Puis naturellement, si le pont va ouvrir, ils vont l'ouvrir de façon sécuritaire. C'est parce que ça va être sécuritaire pour tout le monde. OK. Et les événements des derniers jours donnent un peu des arguments à ceux qui militent en faveur d'un deuxième pont. Vous, qu'est-ce que vous pensez de ça? Comme je viens de dire tantôt, c'est un événement qui, présentement, va faire en sorte que le pont va être fermé pratiquement 3-4 jours. Advenant une situation beaucoup plus catastrophique, effectivement, on se rend compte que l'utilité d'un second pont, je ne m'étais jamais arrêté à ça auparavant, mais de plus en plus, il y a M. Marc Peterson, le conseiller de Chicoutimi-Nord, qui milite beaucoup pour un nouveau pont. Naturellement, je pense que dans un avenir plus ou moins rapproché, il va falloir qu'on ait des réponses là-dessus. Là. OK. Et justement, est-ce que c'était la première fois qu'on utilisait les mesures d'urgence depuis le déluge de Saguenay? Je me suis informé, la dernière fois qu'il y a eu une cellule de crise comme ça un petit peu, c'est quand il y a eu le feu à Chicoutimi-Nord dans une résidence pour personnes âgées. Il y avait eu à ce moment-là 2 décès. Il avait fallu évacuer la résidence. Donc, il y avait une cellule de crise qui avait été formée à ce moment-là. Mais sinon, dans les 4 dernières années, là, je pense que c'est la seule intervention qu'il y a eu. Et suite à cette dernière intervention, est-ce qu'il y a des choses que vous allez modifier quant au plan d'urgence? Est-ce que c'était efficace? Écoute, sur le plancher, là, présentement, ce qui a été fait, le déploiement, est satisfaisant. Il y a sûrement un genre de brainstorming qui va se faire après l'événement, quand tout va être passé. On va en discuter sûrement à la prochaine commission de la sécurité publique. Écoute, comme président, moi, tout ce que je peux dire présentement, c'est que le travail a été fait. Je me suis assuré d'être sur place. J'étais en communication avec Marc Peterson, qui était de l'autre côté à Chicoutimi-Nord, dans la nuit de lundi à mardi, pratiquement jusqu'à 2 heures du matin. Il me relayait les informations. Puis, pour l'instant, tout a été bien déployé. Je me suis assuré le mardi matin, j'étais sur place avec les policiers, qui manquaient de rien, qui avaient toutes les ressources pour eux. Donc, je pense que tout a bien été.
Donc, merci, M. Dufour. Ça me fait plaisir. Donc, j'étais avec le président du comité de la sécurité publique et des incendies de Saguenay. De retour à toi, Caroline. L'organisme Coexister au Saguenay-Lac-Saint-Jean a réuni hier soir à Chicoutimi 5 femmes de confessions différentes pour discuter de la question du port du voile. La conférence visait surtout à clarifier certaines interrogations qui entourent le sujet avec le projet de loi 60 du gouvernement péquiste, la Charte des valeurs québécoises. Raphaël Guillemette, ces femmes sont-elles en accord avec la Charte? Femmes de croyances complètement différentes se sont pourtant toutes prononcées contre la Charte des valeurs québécoises et ces points surtout portant sur le port du voile. On tient toutefois à préciser qu'il s'agissait d'opinions bien personnelles et non pas d'une représentation majoritaire justement de la population. Je vous invite à regarder le reportage que je vous ai préparé. Elles étaient 5 femmes réunies hier soir pour livrer leur témoignage et échanger sur la question du port du voile dans le contexte du projet de charte de laïcité du gouvernement québécois. Chacune d'entre elles offrait un point de vue différent sur l'interrogation qui leur a été posée, mais il n'en demeure pas moins que toutes les 5 ont signifié être contre le projet de loi 60. Un Québécois bridé, un Québécois noir, un Québécois foncé, un Québécois basané, un Québécois voilé, c'est le Québec futur, c'est le Québec qui va changer les choses. Saguenayenne d'origine, Myriam Blackburn a fait le choix de devenir musulmane et de porter le voile. Elle est maintenant à même de contempler les 2 côtés de la médaille. Il ne faut pas leur demander d'abandonner ce qu'ils ont été parce que nous, on est arrivés avec notre bagage, on l'a gardé, puis on l'a encore aujourd'hui. Je trouve ça important de leur laisser la liberté d'arriver avec ce qu'ils sont, puis avec leurs valeurs, puis avec leurs désirs, tout ce qui vient avec. Bien au fait de la situation et du contexte actuel, le titulaire de la chaire d'enseignement et de recherche interethnique et interculturelle de l'UQAC, Kadiyatullah Fall, questionne la manière de mener le débat actuel. Le débat sur la place de l'islam, sur un espace laïque, c'est un débat important. Il faut le faire. Mais la manière dont ça se fait donne l'impression qu'on est en train de viser les musulmans. Alors, le voile est l'objet d'un débat. Comment mener ce débat? C'est ça le problème. La soirée mise en place par l'organisme Coexister au Saguenay-Lac-Saint-Jean aura contribué à combattre certains préjugés et même ouvrir les yeux du public face à la réalité de ces femmes qui portent le voile. C'est du moins ce qu'espèrent les organisateurs de la soirée. Raphaël Guillemette, ATM Nouvelles, à Saguenay. Un incendie a fait rage hier soir au 1379 boulevard Marcotte à Roberval. La résidence de type unifamilial est une perte totale et les dommages sont évalués à plus de 200 000 $. Heureusement, personne ne se trouvait à l'intérieur lorsque le feu a pris naissance. Daniel Brassard demeure le président du Parti québécois du comté Jonquière. Le parti a procédé hier à l'élection de son comité exécutif lors de son assemblée générale annuelle. Maxime Tousignan, comment est-ce que Daniel Brassard a accueilli sa réélection? Daniel Brassard était bien ravi d'être réélu à la présidence du Parti québécois du comté de Jonquière. En fait, pour lui, il s'agit d'une 6e année consécutive à la tête du parti. Le fait d'avoir été élu également sans opposition représente pour lui une bonne fierté, car ça démontre tout l'appui des membres du parti à son égard, comme il l'a mentionné hier en entrevue. Ça représente un bon niveau de confiance, je pense, du travail accompli. Aussi peut-être de toute la civilité, de toute l'ampleur, de tout l'enthousiasme qu'on met. Et qu'en est-il des autres membres de l'exécutif? Pour les 11 autres membres de l'exécutif, en fait, seul le conseiller Marc Tremblay a dû quitter ses fonctions en raison de problèmes de santé. C'est Lisette Pouliot qui prendra sa place comme conseillère. La dame se disait bien ravie de pouvoir poursuivre l'élan 2013 du Parti québécois. Et quel bilan le président fait-il de la dernière année? Daniel Brassard a profité en effet de l'Assemblée générale pour dresser un bilan plus que positif de l'année 2013 pour le PQ de Jonquière. En fait, ils ont déjà dépassé leur objectif de financement. Ils ont amassé 23 450 $, alors que l'objectif de départ était d'un peu moins de 15 000 $. D'ailleurs, M. Brassard précise qu'il est également très satisfait du recrutement des membres, alors qu'ils en sont à 1 420. Ils visent 1 500 membres, oui, d'ici la fin de l'année. Et comment ces chiffres sont perçus par les instances du parti? C'est certain que tous ces chiffres ne sont pas passés sous le radar du député de Jonquière, Sylvain Gaudreault. En fait, il est d'ailleurs même très heureux que la première ministre du Québec, Pauline Marois, cite le comté de Jonquière comme un exemple à suivre. C'est d'ailleurs ce qu'il a précisé dans une entrevue hier.
J'en suis très fier, puis tant mieux si on peut faire des petits, puis se multiplier, puis contaminer les autres comtés. Avoir 158 de notre objectif de financement d'atteint, d'avoir 1400 membres en règle, c'est des records. Alors moi, je trouve ça très, très encourageant. Merci beaucoup, Maxime. Festivalement et Action Centre-Ville fusionnent. Le but, créer une seule et unique entité dans le domaine de la gestion et de l'organisation d'événements à Alma. Ce changement permettra, entre autres, d'avoir une structure plus efficace qui amènera des économies d'échelle. Les présidents Martin Bergeron et Patrice Lapointe ont précisé que le nom et l'image de la marque de l'organisme sont toujours à déterminer. Croyez-vous que c'est au Québec qu'il y a le plus de corruption? C'est cette réflexion qu'a suscité la conférence du journaliste d'enquête à Radio-Canada, Alain Gravel, devant les étudiants du cégep de Jonquière ce midi. Frédéric Messenauder, quel était l'essentiel de son propos? C'est comme un chandail de laine qu'on détricote, ça ne finit plus de finir. C'est vraiment ces propos-là qu'a utilisé Alain Gravel pour décrire les 5 dernières années qu'il a passées à tenter de faire la lumière sur les côtés sombres de l'industrie de la construction. Donc, le journaliste d'enquête a vraiment aidé à avancer, mais aussi avec la commission publique, d'enquête publique. Mais ce qu'il faut comprendre et ce qu'Alain Gravel souhaite passer comme message, c'est qu'au Québec, oui, il y a beaucoup de corruption, mais ça ne s'arrête pas là. Voilà ce qu'il avait à dire. On a travaillé quand même un petit peu à l'extérieur. Je me souviens très bien, on a été en Italie, entre autres en Calabre, essayer de voir jusqu'où, de faire des liens entre la mafia la plus puissante au monde, qui est la 'Ndrangheta, et les mafias locales à Montréal. Et quand on est arrivé là-bas, très rapidement, les juges, les procureurs, les policiers nous ont dit « Vous faites erreur, la 'Ndrangheta n'a aucun lien avec Montréal. Allez en Ontario. Allez à Toronto. » Et comment se fait-il qu'on parle davantage de ce qui se trame au Québec qu'en Ontario? Tout simplement parce qu'actuellement, l'Ontario n'a pas les moyens nécessaires pour payer, dans le fond, des journalistes d'enquête. Puis, ça comporte énormément de risques, cette facette-là de l'emploi. Voilà ce qu'il avait à dire à ce sujet-là. Chaque semaine, on a soit des plaintes à l'Ombudsman, soit des plaintes au Conseil de presse, soit des mises en demeure, soit des poursuites carrément. Et quand on n'en a pas, on se dit « Qu'est-ce qu'on a fait de mal cette semaine? » Et quels sont les aboutissements marquants que le journalisme d'enquête a permis? Oui, alors on se rappelle, en 2008, Radio-Canada avait reçu un document qui avait beaucoup de pistes sur la collusion au Québec, mais il n'y avait pas de preuves. Donc, à partir de ça, Alain Gravel et son émission Enquête ont déboulé beaucoup d'informations, mais aussi qui ont vu le jour avec la commission d'enquête publique. On se rappelle les fausses factures de Jocelyn Dupuis, aussi des visites sur le bateau de Michel Arsenault, sur le bateau de Tony Accurso. Donc, ce sont tous des éléments importants, mais surtout les arrestations de l'homme d'affaires Tony Accurso à 3 reprises. Merci beaucoup, Frédéric. Au revoir. Les Saguenayens tenteront de rebondir face aux cataractes de Shawinigan ce soir au centre Georges Vézina. Il pourrait s'agir du dernier match du capitaine Charles Hudon dans l'uniforme des Bleus. Robbie Saint-Gelais, le numéro 10 saluera-t-il ses fans pour une dernière fois? Bien, il faut savoir d'abord que Charles Hudon quittera demain pour le camp d'évaluation d'équipe Canada Junior vers Toronto. Il s'agira de sa 2e participation à ce camp. Rappelons que l'an dernier, il avait été blessé au dos. Et voici ce que Patrice Bosch avait à dire ce matin à son égard. J'attends ce que Charles sorte des grosses performances à tous les soirs. Hein? C'est pas un secret. Si ça va être son dernier match, je ne le sais pas. Il est encore très tôt pour ça, mais on s'attend toujours à une grosse performance de Charles Hudon. Et ça va être quoi l'impact de la perte de Hudon? Évidemment, c'est une perte importante pour les Saguenay qui éprouvent des difficultés récemment. Alors, Charles Hudon, évidemment, est l'un des piliers de l'équipe et même de la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Alors, c'est certain que pour Patrice Bosch et les Saguenay-Chicoutimi, c'est une perte importante et d'autant plus qu'on ne sait pas à quel moment, si Charles Hudon, en fait, reviendra dans l'entourage de l'équipe vers le 8 janvier. Et à quel genre de match s'attend l'entraîneur Patrice Bosch? Bien évidemment qu'après la défaite, la contre-performance de dimanche dernier à Shawinigan, où les Saguenay se sont inclinés 5-4, on souhaite rebondir du côté des Bleus parce que avant la période des fêtes, il faudrait bien finir en beauté, d'autant plus qu'on évoluera devant nos partisans ce soir. Alors, c'est un peu le message, finalement, de Patrice Bosch.
Personne n'a aimé la performance de dimanche et Bosch, d'ailleurs, fulminait dimanche à Shawinigan. Il disait que ses joueurs avaient joué pour perdre. Et Robbie, sur quoi les Saguenayens ont-ils mis l'accent lors de l'entraînement de ce matin? Les petits détails qui, on le sait, font souvent la différence au hockey, et notamment à l'approche des fêtes et évidemment des séries éliminatoires au mois de mars. Alors, c'est vraiment... Et aussi de faire attention aux pénalités parce que les Saguenayens, des fois, jouent d'indiscipline et l'équipe adverse en profite pour finalement marquer contre les Sags. Merci, Robbie. Merci. Dans le cadre du Challenge Midget 3A Reebok qui se déroule à l'ancienne Lorette, les élites de Jonquière l'ont emporté 8-2 contre les McDonald's d'Halifax ce matin. Le défenseur des élites, Samuel Girard, a été nommé joueur du match. L'équipe disputera sa prochaine partie jeudi contre les Commandeurs de Lévis. Après 4 albums, oui, le groupe québécois Caïn est de retour avec un 5e. Fidèle à son style d'origine, Caïn arrive également avec de belles nouveautés. En tournée de promotion au Saguenay, le groupe était dans nos studios cet après-midi et ma collègue Sabrina Malaison en a profité pour s'entretenir avec eux. Alors, bonjour, messieurs. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour ce 5e album? Bonjour. Bonjour. Écoute, ça a été il y a 2 ans assez marquant dans notre carrière, autant professionnellement que dans nos vies privées. Il y a eu un remaniement de paysages, d'équipes. On a pu produire l'album, le co-réaliser. Des séparations aussi dans nos vies privées, quand même un certain cheminement. Et souvent, il y a des chansons qui aboutissent au bout de toutes ces expériences de vie-là. Puis le fait de pouvoir le faire avec beaucoup de lousse et de liberté en toute créativité, d'être les 4 gars du band avec simplement le réalisateur dans un studio, nous a fait découvrir à quel point ça pouvait être facile et simple d'avoir du fun à faire un album presque autant que sur une scène. Donc, c'est autant le quotidien de nos vies privées que le tournant de notre orchestre qui a été inspirant pour l'album. Et pourquoi est-ce que vous avez ajouté plus de chansons touchantes dans cet album-là, précisément? Bien, je pense que c'est peut-être l'âge, ce qu'on appelle la maturité, un terme qu'on essaie toujours de comprendre un peu. Mais bon, Steve étant l'auteur des chansons, peut-être mieux répondre à ça. C'est ça, en fait. Oui, il y a eu certaines expériences personnelles. Il y a beaucoup de vécu, il y a beaucoup de trips, beaucoup d'émotions puis de passion dans cet album-là. On n'a jamais voulu, de toute façon, flouer les gens. Si tu n'as plus de plaisir à le faire, si tu n'as plus de vérité à écrire, si tu peux pas toi-même t'allumer un frisson en écrivant une chanson ou jeter une certaine vérité là-dedans, tu ne pourras pas rassembler des gens derrière ces morceaux-là. Et pour Pleurer pour rire, ça a été avec... oui, c'est un album rassembleur, festif, mais oui, il y a un côté introspectif. Je pense pas que j'aurais pu écrire des chansons comme Continuer d'y croire ou Je vais errer sur vous. Avant tout ce qu'on a vécu dans les dernières années, c'est des chansons qui montrent, oui, un certain tournant, une espèce d'héritage aussi, ça vient préciser un peu l'empreinte qu'on avait commencé avec les 4 premiers albums. Donc, je pense que c'est le bagage de toutes les 12 dernières années de nos vies communes qui a amené les chansons plus touchantes. OK. Alors, l'inspiration, dans le fond, de votre titre « Pleurer pour mourir », c'est bien vos expériences. Pour mourir, ça serait un peu plus difficile. Pour rire, c'est bien vos expériences. Est-ce que vous avez des exemples? Ben oui, en fait, Pleurer pour rire, c'est notre histoire collective a fait en sorte qu'on a toujours eu l'impression d'avoir à trimer plus dur que les autres dans ce milieu assez étrange et qui nécessite un entêtement collectif assez intense. Il a fallu bûcher, il a fallu se retrousser les manches souvent. Ça n'a pas été facile, comme c'est l'histoire de beaucoup de monde. Ça a été l'entêtement, le retroussage de manches, l'huile de bras qui nous a réussi à réussir à vivre de notre passion. Évidemment, c'est les gens qui entretiennent tout ce beau rêve-là depuis les 12 ans ensemble. Puis oui, il a fallu bien plus souvent qu'autrement pleurer avant de pouvoir en rire. Donc, c'est un titre qui résume bien, qui marque bien le tournant de notre band. OK. Et pour la première fois, vous avez été unanime pour les chansons. Pourquoi cette première fois? Patrick? On a vraiment, sincèrement, cet album-là, pour nous autres, est un tournant de bien des façons. Puis aussi, sur le résultat final, on est autant individuellement que collectivement super contents de l'album. C'est notre album de route. C'est vraiment... Je pense qu'on a
toute la gang était au fond, au bout de nos idées dedans. On travaille avec Glenn Robinson aussi, qui a bien su aller chercher le meilleur de nous autres puis faire ressortir la force du band. D'ailleurs, pourquoi avoir choisi Glenn Robinson pour cet album-là, pour la réalisation? Bien, on a connu Glenn dans un hommage à Willie Lamotte qu'on faisait. On a adoré sa façon de travailler. C'est une simplicité incroyable. Il est capable de capter le moment, fait qu'on joue pas les choses 1000 fois. On n'a pas le temps de perdre l'idée primaire, si on veut, des chansons. Fait qu'il est arrivé là-dedans, puis ça s'est collé à nous autres de façon parfaite. Je pense que c'est le début d'une collaboration longue avec Glenn Robinson. OK. Pourquoi avoir décidé de produire votre album vous-même? Bien là, juste spécifier, notre batteur et bassiste ne sont pas muets. Parce qu'ils n'ont pas de micro, alors c'est pas de leur faute. Ils sont bien jasants d'habitude. Dites salut. Ta question était? Oui, oui. Ben, en fait, c'est... Je pense qu'après, les disques qui passent par, qui nous ont donné notre première chance, on a fait les 4 albums. Il était temps peut-être de changer de décor un peu pour pouvoir bénéficier de cette liberté-là, de produire, de réaliser, de le faire comme on l'avait dans le cœur de A à Z. C'était vital pour nous autres de changer de décor un peu, de pouvoir se permettre de faire les chansons de A à Z comme on les avait dans la tête quand ils étaient en forme de maquette. C'était important pour nous autres, puis on est bien reconnaissant envers l'équipe qui nous ont donné notre première tape dans le dos. Mais je pense qu'on était rendu un tournant, il fallait faire les choses comme on le voulait vraiment de A à Z. OK. Ça fait un mois et demi qu'est sorti votre album et déjà, il est au sommet des palmarès. Alors, qu'est-ce que ça représente pour vous? Bien, c'est toujours une grande surprise parce qu'on prend jamais ça pour acquis. On espère, en même temps, on peut juste faire de la musique qui nous ressemble, ce qu'on a toujours fait. À partir de là, c'est comme on dit, c'est le public qui décide, c'est les gens qui décident. Nous, tout ce qu'on sait, qu'on est tout aussi passionnés qu'avant, sinon plus avec le temps. Puis on est prêt encore à rocker bien des années. Fait qu'on ne prenant rien pour acquis, on est vraiment content quand on voit que les gens sont encore là puis qu'ils amènent leur famille avec eux autres. Surtout qu'on a un bel accueil sans que ça soit un album de Noël. Qu'on est bien fiers de ça. Alors, en terminant... vous allez commencer votre tournée en février à Orléans. Alors, quand pensez-vous être de passage au Saguenay? Bien, enfin, il était temps. Puis là, on le dit, là. C'est là qu'il faut que je regarde. On est dû pour venir jouer au Saguenay, pour venir jouer au lac. Ça fait un bout qu'on n'a pas fait les festivals dans votre beau coin de pays. On a des souvenirs, on a une partie de notre petite histoire vraiment marquante ici. D'ailleurs, on a des images sur un DVD qu'on avait tourné qui s'appelle « On dormira demain ». Dans des grands festivals de votre coin de pays, on est vraiment dû pour se faire un été. Des shows en règle chez vous, là où le party a toujours été une grande communion avec votre monde. Donc, essayez de se réapproprier la Saint-Dominique sans zinc. Alors, merci beaucoup, Caïn. On se retrouve, on se laisse sur un extrait musical de leur dernier album qui est sur toutes les radios québécoises. Je sais plus comment t'aimer. Première neige, celle de novembre, le clou dans le cercueil, la saison rouge enterre ses cendres, et j'ai le blues au cœur, les mots. Le 3e match de la Ligue d'improvisation musicale du Saguenay aura lieu ce soir, dès 20h, au Café Théâtre Côté-Cour à Jonquière. Les équipes qui s'affronteront sont celles du Café Summum contre l'équipe du Bar à Piton. Les matchs de la Ligue d'improvisation musicale ont lieu à tous les 2e mercredis du mois d'octobre à juin, à l'exception du mois de mars. Pour la météo, on prévoit un temps plutôt froid pour les prochaines 24 heures au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Catherine Moras, à quoi doit-on s'attendre? Pour la température, on prévoit un ciel variable avec des températures de moins 20 et de moins 24 ce soir et cette nuit au Saguenay. Demain matin, il devrait faire moins 23. Au Lac-Saint-Jean, il devrait faire moins 21 ce soir, moins 25 cette nuit et moins 24 demain matin. Il est important de préciser qu'il s'ouvre présentement un vent glacial sur la région, donc les températures ressenties devraient se situer autour de moins 30 et vont même jusqu'à moins 34 pour le Lac-Saint-Jean. Il devrait continuer à souffler un vent aussi froid jusqu'à samedi. D'ici là, on recommande la vigilance pour les personnes à risque, donc pour les personnes âgées, les enfants et les personnes qui ont des maladies chroniques. C'est ce qui termine ce web journal. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Soyez des nôtres demain.
Bonne soirée.